Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Alors, si vous aviez un seul argument pour convaincre un jeune de droite de voter pour vous dimanche, quel serait-il ? J'en ai plein, mais le premier qui me vient, c'est un argument presque d'instinct de survie. Ça veut dire que si, comme moi, ils voient cette actualité qui les indigne, qui les humilie, qui leur fait mal, ce déclassement quotidien de la France, cette toute-puissance des racailles, de l'impunité, c'est ce qui nous force chaque jour à baisser les yeux devant leur manque de reconnaissance, devant la haine qu'ils vouent à notre pays, à notre histoire. J'ai envie de leur dire de voter pour nous, pour qu'on puisse être leurs avocats et les aider à relever les yeux. Campagne sportive et assez intense. Vous avez fait du surf, de l'équitation. Vous vous préparez aux Jeux Olympiques. Non, je n'ai pas cette prétention, et pas si sportive que ça en réalité, mais oui, je suis montée à cheval en effet lorsqu'on est allé dans le Gard, dans le cadre d'une foire populaire, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir remonter en selle après quelques années. Et le surf, alors j'avoue, je me suis concédé un petit moment de plaisir dans le Morbihan après un meeting, mais très sincèrement, j'étais pas très fière de moi. Sur le résultat final, mais on a bien rigolé. Sur ces 12 derniers mois, pourriez-vous me citer 3 faits d'actualité majeurs qui vous ont marqué ? Alors, l'actualité a été très très dense pendant cette campagne, mais si je devais n'en citer que 3, évidemment Crépol. Je crois que ça a été un traumatisme pour la France parce que ça a été un révélateur, encore un, du fait qu'aucun territoire, pas même rural, n'était aujourd'hui épargné par le conflit de civilisation à l'œuvre, voilà, par la guérilla que nous mènent certaines petites racailles de cités. Par le racisme anti-blanc, la haine anti-française. Donc ça a été un premier fait majeur. Et d'ailleurs, là-dessus, on a été les premiers et probablement les seuls, d'ailleurs, à remettre ce sujet du racisme anti-blanc au cœur du sujet, à pas refuser, pas accepter plutôt l'inversion accusatoire qui consistait à mettre finalement au même niveau Thomas avec son meurtrier. Le deuxième fait, ou plutôt les deuxièmes faits, ça a été, je trouve, l'accélération et la multiplication des viols de grand-mères, des viols de jeunes femmes, par des migrants, bien souvent clandestins, bien souvent sous OQTF. Voilà, ça a été bien souvent des entrefilets dans de la presse locale, mais moi qui suis ça de près, ça m'a rendu malade. Ça me rend malade et à chaque débat, j'ai essayé de reparler du drame vécu par ces femmes et leurs familles. Et puis, troisième fait, évidemment, le 7 octobre a été, bien que un fait à l'étranger, quelque chose de marquant, parce que je crois qu'il a réveillé chez les Français des souvenirs douloureux, des souvenirs sanglants, ceux du Bataclan, ceux de la promenade des Anglais, entre autres. Et il nous a rappelé le danger qui nous menace, qui est celui finalement du terrorisme islamiste et des frères musulmans en particulier, le Hamas faisant partie des frères musulmans qui sévissent aujourd'hui en France, qui ont de très nombreuses ramifications, qui ont un projet revendiqué de conquête islamique de l'Europe et qui nous préparent soit à la conversion, soit à la soumission. Et donc j'ai tenté chaque fois sur ce sujet, là aussi, de ramener ce sujet de Gaza et d'Israël à la France en expliquant qu'aujourd'hui, ces frères musulmans, ils prospèrent en France et qu'il est temps de pouvoir y répondre. Et c'est l'un des combats que je porterai demain au Parlement européen, d'ailleurs, pour l'interdiction des frères musulmans partout sur le continent. En deuxième fait, vous évoquiez les femmes, vous êtes maman. Quelle est la raison pour laquelle vous évoquez souvent vos enfants ? Parce que c'est la raison pour laquelle je suis revenue en politique. Moi, j'ai arrêté la politique en 2017, alors que j'étais députée et conseillère régionale. J'ai monté une école, l'ICEP, pendant 5 ans que j'ai dirigée, qu'on a développée à l'international. Et voilà, j'ai 2 petites filles de 9 et 2 ans. Et quand s'est posée la question de soutenir un candidat à l'élection présidentielle et que j'ai fait le choix, en effet, de suivre Éric Zemmour, ma première motivation a été celle-ci. Parce que je vois mes 2 petites filles grandir et je les vois grandir dans une France qui est en train de s'effondrer, voilà, où la violence est partout, dans toutes les rues, qui s'islamise à grande vitesse. Et j'ai pas envie que le destin de mes filles, dans 15 ou 20 ans, ce soit de s'imposer le voile pour être tranquille, parce que moi, je prends ça extrêmement sérieusement. Et donc, je parle de leur moteur. Quand je me suis engagée à 22 ans, c'était par devoir, par patriotisme. Quand je me suis réengagée, j'ai envie de dire, aux dernières élections présidentielles, c'était aussi et avant tout par amour pour elles. Vous parlez de leur évolution et effectivement, la nouvelle génération se sent très concernée par des questions qui sont plutôt écologiques et regrette que la gauche ait récupéré ce thème. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je le comprends parce que d'une certaine manière, défendre ses paysages, sa biodiversité, son terroir, la nature qui nous entoure et qui est si belle en France, c'est aussi un combat identitaire. Voilà, c'est évidemment l'environnement naturel dans lequel on évolue et qui nous a façonné en tant que peuple, qui a aussi façonné notre imaginaire, nos modes de vie, notre art de vivre, nos savoir-faire. Donc c'est quelque chose d'évidemment extrêmement précieux. Maintenant, là où c'est tout à fait regrettable, c'est que cette politique, ce logiciel vert écologique a été en effet capté par l'extrême gauche qui voit là l'occasion de faire avancer son logiciel anticapitaliste, décroissant et surtout sa haine de l'homme. Et moi, ce que j'ai envie de dire à cette jeunesse européenne en particulier, c'est voyons ce combat écologique comme la manière de nous réaffirmer en tant qu'Européens conquérants, créatifs, cette Europe des grandes découvertes qui n'a pas peur de croire en la science et en l'homme. L'homme n'est pas le problème, l'homme est la solution. Et moi, ce que j'ai défendu dans cette campagne, c'est plutôt qu'une écologie du désespoir, de l'interdiction, de la réglementation, de la punition, de la culpabilisation, d'être cette écologie de l'adaptation, de l'innovation, de l'incitation. J'ai envie de croire au génie européen et je vois plein de choses qui nous donnent des raisons d'espérer. Si je devais vous citer seulement quelques exemples, voilà, par exemple, je sais qu'à Lyon, en ce moment, il y a des chercheurs qui sont en train de révolutionner des techniques de stockage de carbone. Il y a à Limoges un chercheur qui est en train de développer des molécules photosensibles qui pourront nous permettre demain de nous passer, par exemple, du glyphosate, qui est l'un des pesticides qui est mis en cause aujourd'hui. On a des systèmes dans l'agriculture qui allient l'intelligence artificielle avec des types de lasers et qui nous laissent la perspective demain de pouvoir nous passer quasi intégralement des produits phytosanitaires. Donc voilà, croyons en cela, investissons là-dedans, déployons cela, et je suis sûre que nous saurons de nouveau étonner le monde sur ce sujet comme sur les autres. En parlant de certains sujets, vous étiez avec Giorgia Meloni lundi à Rome. Est-ce que vous voyez déjà des alliances au Parlement ? Et oui, j'étais en effet avec Giorgia Meloni qui m'a aimablement reçue. C'est d'ores et déjà une alliée, puisque comme vous le savez, Reconquête siège aujourd'hui dans le groupe de ECR, donc les réformateurs et conservateurs européens, je vais y arriver. Conservateurs et réformistes européens plutôt. La campagne est longue, il faut que ça s'arrête. Et ce groupe qui aujourd'hui, et sera probablement demain d'ailleurs également, le groupe le plus influent à droite, le plus puissant. Aujourd'hui, c'est 17 nationalités, 4 gouvernements, probablement bien davantage au lendemain de l'élection, avec évidemment comme chef de file les Italiens de Fratelli. Et c'est d'ailleurs un signal que j'ai voulu envoyer en disant que si vous voulez voter utile à ces élections européennes, le premier enjeu, c'est d'abord pas tant de battre Emmanuel Macron en France que de battre Emmanuel Macron au Parlement européen, lui et ses alliés. Et donc de battre la majorité d'Ursula von der Leyen, aujourd'hui composée en effet des macronistes, des LR et des socialistes. Et pour ça, il y a un groupe qui peut y arriver. C'est en effet le groupe ECR, qui est un groupe authentiquement de droite, sur lequel on pourra s'appuyer pour mener tous les grands combats européens, qu'il s'agisse de le renforcement de nos frontières, de la défense de notre culture, des questions écologiques dont je vous ai parlé, voilà, d'une politique commerciale qui sorte de la naïveté face aux États-Unis et à la Chine. Enfin bref, voilà, tout ce qui nous rassemble en tant qu'Européens. En parlant de défendre sa culture, est-ce que vous y voyez un lien avec le pèlerinage que vous avez réalisé à Chartres dernièrement ? Alors, je suis allée à plusieurs reprises faire ce pèlerinage. J'y étais également l'année dernière. Je n'ai pas voulu m'interdire d'y aller justement parce que j'étais en campagne électorale. Je n'ai pas honte de la foi qui m'anime et d'être catholique. Par ailleurs, c'est toujours un moment revigorant sur le plan personnel et spirituel, évidemment. Revigorant aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on y voit une jeunesse française admirable, enthousiaste, qui est attachée en effet à ses valeurs ancestrales et qui est en quête de sens, de transcendance, qui refuse le relativisme. Voilà, il y a quelque chose de très, très exaltant et donc ça a été un moment de ressourcement personnel et j'y vois aussi un petit signe providentiel quand on voit que ce pèlerinage d'année en année s'agrandit et est de plus en plus hétérogène dans les profils qui aujourd'hui s'y joignent, quand on voit qu'il y a une explosion de baptêmes chaque année. D'une certaine manière, voilà, la fille aînée de l'Église n'a pas dit son dernier mot, manifestement. Après des élections non-stop, est-ce qu'il y a du repos qui est prévu cet été ? J'ai envie de vous dire que je suis en tension sur le sujet, parce que d'une certaine manière, oui, j'aimerais bien là, me mettre les deux pieds en éventail, et en même temps, j'espère que non. J'espère que non, parce que si demain nous sommes élus, il y aura beaucoup de travail, justement, pour préparer la constitution des groupes, la nouvelle majorité que j'espère de droite au Parlement européen, et puis nous serons amenés à siéger très rapidement, mois de juillet compris. Donc voilà, au contraire, le travail commence après le 9 juin.
dimanche. Est-ce que vous allez aller voter en moto comme en 2017? Alors, cette fois-ci, non, pour une raison simple, c'est que le bureau de vote est vraiment à côté de chez moi, donc ce serait du zèle. Mais j'irai peut-être acheter des fraises, comme en 2017, à pied cette fois. Merci beaucoup, Marie Merci à vous. Bonjour les amis, je suis aujourd'hui avec l'égérie du vivre ensemble, de la tolérance et du gaucho-progressisme, l'autoproclamé que vous connaissez tous, Mila. Salam alaikum. Non, vous voyez, c'est ce que je disais. De progrès déjà. Ouais. J'ai entrepris récemment la lecture du Coran, et ce qui m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de voir la vie autrement, d'avoir une leçon de tolérance, d'amour, de vivre ensemble. Disons que la charia est venue à moi comme la colombe apporte les enfants. Masha'Allah, Allah yabarak fiki. Et je suis désormais autoproclamée égérie de la lutte contre l'islamophobie. Voilà. LGBT friendly, merci de respecter mes pronoms, et j'ai des poils sous les bras, bleus. Et c'est pour ça, compte tenu du fait que nous avons de nouvelles convictions, nous avons décidé de changer de bord politique pour ouvrir une nouvelle page qui corresponde davantage à nos aspirations respectives. Et donc, nous avons rendez-vous avec le patron d'un parti politique qui répond à nos convictions, nos nouvelles convictions. Je veux parler de Abou Belonchon el-Ferenci, le chef de la Ligue des factions islamisées. Et donc, nous avons entrepris, d'ailleurs, Mila, si tu veux que je t'apprenne l'arabe, eh bien, de remplacer les remplaceurs en remplaçant le grand On va remplacement. replacer le grand remplacement. Voilà, c'est ça. Je suis disponible. فاكرة لما قاموا عليك في التويتر وشتموك وهزوك خرب بيتك، ايه اللي عملتيه ده وضجة ومحاكم وتلفزيونات، مش تعالي؟ Le 13 novembre, ce soir-là en plein Paris, des Arabes parmi les ombres ont mitraillé au son des cris. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à l'Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard partout ruisselle. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à l'Akbar en riant de tout ce sang. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins sans affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à l'Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui, on se rappelle que les monstres sont toujours là. Ces sales cafards partout ruissellent. Éradiquons ces cancres-là. On n'oublie pas le 13 novembre, ce soir-là, en plein Paris, les Arabes parmi les ombres ont mitraillé au son des cris. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à l'Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise,
Vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui, on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard, partout ruisselle. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à l'Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui, on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard, partout ruisselle. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à l'Akbar en riant de tout ce sang. On n'oublie pas le 13 novembre, ce soir-là, en plein Paris, des Arabes parmi les ombres ont mitraillé au son des cris. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça cafard partout ruisselle. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient à la Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui, on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard partout ruisselle. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang.
jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. Ces sales cafards partout ruissellent, éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard partout ruisselle, éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. On n'oublie pas le 13 novembre, ce soir-là en plein Paris. Des Arabes parmi les sombres ont mitraillé au son des cris. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard partout ruisselle, éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. On massacrait des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Ce soir-là, en plein Paris, des Arabes parmi les ombres ont mitraillé au son des cris. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandants de cafards ont massacré des innocents.
se sent. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui, on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça les cafards, partout où ils scellent. Éradiquons ces cancres-là. Les commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça les cafards partout où ils scellent. Éradiquons ces cancres-là. Les commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. On n'oublie pas le 13 novembre, ce soir-là en plein Paris. Des Arabes parmi les ombres ont mitraillé au son des cris. N'oubliez jamais ceux qui ont tiré sur les gens. Les assassins affreux sont tous des musulmans. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Si vous voulez éviter que cela se reproduise, vous devez éliminer ces cafards qui nous nuisent. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça les cafards partout où ils scellent. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. Aujourd'hui on se rappelle que les monstres sont toujours là. C'est ça le cafard partout où ils scellent. Éradiquons ces cancres-là. Des commandos de cafards ont massacré des innocents. Ils hurlaient Allah Akbar en riant de tout ce sang. C'est la première fois qu'elle pose le pied en Israël et elle est donc l'invitée d'i24 News ce soir, la députée européenne Marion Maréchal. Merci d'être avec nous. Quel effet ça vous fait d'abord de venir pour la première fois en Israël? Parce qu'il y a quelques années, peut-être que cela aurait été totalement impensable.
Je suis très heureuse, évidemment sur le plan politique et sur le plan personnel. Très heureuse parce qu'aujourd'hui, politiquement, j'ai beaucoup de choses à dire aux Israéliens. Et c'est l'objet d'ailleurs de ma venue lors de cette conférence. Leur dire qu'aujourd'hui, avec la France, eh bien, nous avons des batailles communes, nous avons des ennemis communs d'ailleurs, malheureusement, puisqu'à la suite des attaques du 7 octobre, nous avons nous aussi été touchés dans notre chair. Ça nous a rappelé évidemment vivement les attaques de novembre 2015 à Paris, ou même du 14 juillet à Nice en 2016. Donc ça a trouvé écho chez nous, et sachez d'ailleurs qu'à la suite des attentats du 7 octobre, comme vous le savez bien sûr, depuis le Qatar, l'un des ex-dirigeants du Hamas a appelé un jour de colère, et que cet appel au djihad finalement contre les mécréants, eh bien s'est soldé en France par l'assassinat d'un professeur, Dominique Bernard, par un djihadiste, et que donc nous avons pu constater aujourd'hui les ramifications de ces frères musulmans jusque dans notre pays, et donc c'est le message que j'ai envie de porter en France, voilà cette réflexion commune de savoir comment nous pouvons endiguer aujourd'hui cette menace existentielle pour nos deux pays. Et puis c'est évidemment un plaisir personnel parce que voilà, fouler bien sûr voilà, la Terre Sainte et demain Jérusalem, moi en plus personnellement en tant que chrétienne, c'est un merveilleux moment d'émotion. Alors je précise que c'est important, vous êtes invité par le gouvernement israélien à cette conférence sur l'antisémitisme dont on va reparler, ce qui a suscité d'ailleurs quelques grincements de dents en France, une personnalité comme Bernard-Henri Lévy a décliné sa venue à cette même conférence parce que vous étiez là avec Jordan Bardella du Rassemblement National. Est-ce que le CRIF aussi en France, qui représente la communauté juive, s'est ému de cette invitation? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le gouvernement israélien a pris une autre direction que celle justement des institutions juives de France? Est-ce que vous vous en félicitez? Je pense que le gouvernement israélien est plus au fait que ces personnes de la gravité de la situation en France. Il faut savoir qu'en France, depuis le 7 octobre, eh bien, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites, qu'à l'heure où je vous parle, il y a 2 jours de cela, un rabbin à Orléans a été violemment agressé par un migrant marocain qui se prétendait aussi palestinien parce que précisément eh bien, il était juif. Dans la foulée d'ailleurs, le rabbin de Rouen a rappelé une réalité qui est qu'aujourd'hui, la communauté française juive en France a davantage peur de l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche que d'ailleurs, et que la principale menace politique et existentielle pour eux vient eh bien, de ce camp-là. C'est ça la réalité de la France. La réalité de la France aujourd'hui, c'est que l'immigration incontrôlée de masse venue essentiellement des pays arabo-musulmans est devenue la base arrière de l'islamisme, et que beaucoup de Français juifs ont peur, voilà, en France, et qu'ils considèrent que la droite nationale à laquelle j'appartiens avec Jordan Bardella et d'autres sont aujourd'hui le premier rempart, au point d'ailleurs que des grandes figures comme Serge Klarsfeld eh bien, a lui-même admis qu'aujourd'hui eh bien, la droite nationale devait être considérée comme l'un des boucliers finalement de ces Français juifs menacés. Donc voilà, je m'émeus pas beaucoup finalement de ces figures qui pour beaucoup sont des figures de gauche assez déconnectées des réalités. Et je remercie d'ailleurs le gouvernement israélien de nous donner l'opportunité de faire la démonstration eh bien, de notre sincérité dans ce combat commun. Quand vous dites justement que la communauté juive en France a peur et se cherche un rempart, ça veut dire qu'elle n'aura plus peur aussi aujourd'hui de mettre un bulletin dans l'urne qui n'est pas celui que recommandaient il y a quelques années ces institutions, d'ailleurs telles que le CRIF, qui a jamais appelé à voter pour des partis que vous incarnez, que ce soit le Rassemblement National ou votre mouvement. C'est déjà le cas, voilà, c'est attesté depuis de nombreuses années maintenant. Il faut savoir que la liste que j'ai conduite, moi notamment aux élections européennes, a obtenu près de 46% sur la circonscription d'Israël, 48% quasiment à Tel Aviv, auquel s'ajoute évidemment le score obtenu par Jordan Bardella et le RN. Tout démontre qu'aujourd'hui les Français de confession juive, en effet, se tournent très largement vers la droite nationale pour cette raison-là, parce qu'ils voient aujourd'hui cette menace existentielle envers eux et envers tous les Français d'ailleurs, et eux tout particulièrement. Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'assassinat de ce professeur Dominique Bernard. Mais au-delà de l'atrocité de ce meurtre commis à la suite de l'appel des frères musulmans, le plus terrifiant peut-être est ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les classes françaises, 38% des musulmans scolarisés en France n'ont pas condamné totalement ce meurtre par un djihadiste. 38% des jeunes musulmans dans les écoles françaises. Donc vous imaginez ce qui est en train d'arriver. Une jeunesse musulmane en France qui est de plus en plus sensible finalement à la radicalité islamique, qui est d'ailleurs très largement instrumentalisée bien souvent par des puissances étrangères, qui elles-mêmes portent un islam fondamentaliste, et qui
trouvent un vivier de recrutement finalement parmi cette immigration inassimilée. Donc c'est un sujet, on va dire, immédiat, gravissime pour nous, qui est un sujet là encore existentiel, comme c'est le cas en Israël. Alors beaucoup de personnalités en France, qu'elles soient politiques ou pas d'ailleurs, mettent aujourd'hui le doigt sur la responsabilité du parti LFI, la France Insoumise, comme étant celui qui a fait ressurgir l'antisémitisme, qui aussi donne de l'écho à ces puissances étrangères dont vous parliez, qui favorisent les courants islamistes extrémistes. Est-ce que vous diriez qu'ils sont aujourd'hui, et qui importent aussi le conflit israélo-palestinien en France, est-ce que vous diriez que ce sont eux les principaux responsables, ou est-ce que vous êtes plus mesuré, vous ? Ah non, je pense qu'ils sont aujourd'hui, ils soufflent sur les braises. Ils sont un facteur de division nationale extrêmement dangereux. Ils surfent sur un vote communautaire et sur le conflit israélo-palestinien pour s'attacher le vote d'une partie significative de la communauté musulmane, ce qui est le cas d'ailleurs, attesté par les résultats des différentes élections. Moi, j'ai assisté lors des élections européennes aux différentes déclarations de Manon Aubry ou de Rima Hassan, qui est devenue la nouvelle égérie en de LFI et qui siège avec moi au Parlement européen, qui n'a eu de cesse que de parler tout au long de la campagne exclusivement du sujet gazaoui. Voilà, sans même parler jamais des intérêts évidemment français. Et donc c'est vrai qu'on voit là une manœuvre extrêmement dangereuse, puisqu'ils sont en train d'importer un conflit sur le sol français et de mettre en danger, je le dis très franchement, les Français juifs en France. Parce qu'en tenant les discours qu'ils tiennent, qui parlent quand même de génocide, ils accusent Israël et les Juifs de génocide à Gaza, ils ont des propos qui sont toujours extrêmement ambigus et qui frôlent bien régulièrement l'antisémitisme décomplexé. On a encore eu le droit, aujourd'hui même d'ailleurs, à une blague plus que douteuse faisant allusion à la solution finale au sein même de l'Assemblée nationale par un député LFI. Je rappelle qu'à l'époque, après le 7 octobre, ils avaient refusé de marcher à nos côtés, d'ailleurs, à la grande marche contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron non plus d'ailleurs à l'époque, comme quoi la pression on va dire de la rue arabe n'existe pas seulement dans les pays arabes, mais elle existe aussi en France, et donc voilà, tout ça crée un climat extrêmement délétère qui font selon moi de LFI pas seulement des concurrents et des adversaires, mais vraiment des ennemis de la cohésion nationale et donc de notre avenir comme peuple français. Bon, alors vous allez visiter aussi, dans le cadre de cette conférence à laquelle vous allez participer à Jérusalem, vous allez aussi vous rendre sur les lieux du massacre du 7 octobre. Aujourd'hui, on ne parle plus des otages qui sont encore à Gaza. On est à une demi-heure d'ici. Il y a dans des tunnels sans doute une vingtaine encore d'otages vivants et une trentaine malheureusement d'otages assassinés, des cadavres qui sont détenus par le Hamas. Plus personne n'en parle en Occident. Et cette douleur continue, et on s'attarde sur le fait qu'Israël ait repris les combats. Comment vous analysez cette injustice que vivent les Israéliens, justement, à travers cette vision des choses ? Oui, d'autant plus que ce discours extrêmement critique à l'égard d'Israël et très binaire, disons-le très simpliste, porté par l'extrême gauche, rentre quand même en confrontation avec ce qu'on entend beaucoup sur le conflit russo-ukrainien, alors qu'il n'a strictement rien à voir, mais là où on explique que légitimement d'ailleurs les Ukrainiens ont le droit de pouvoir se défendre face à une puissance hostile, un droit qu'on dénie finalement à Israël. Et donc nous rappelons régulièrement qu'aujourd'hui Israël en effet est en droit de se défendre, qu'elle n'est pas, comme c'est le cas d'ailleurs de l'Ukraine, face à un État, mais face à une organisation terroriste qui utilise évidemment des méthodes absolument détestables, on le sait, qui utilise bien sûr les civils en rempart, que d'ailleurs la population israélienne s'émeut elle aussi de ces morts civiles. Enfin, je le vois, je suis régulièrement votre actualité, même récente, on voit bien qu'il y a un débat, il y a une recherche permanente dans cette complexité de trouver le juste milieu entre, d'un côté évidemment respecter dans la mesure du possible le droit international et limiter les morts civiles, et en même temps assurer la survie d'Israël. Donc c'est vrai qu'il y a un refus de prendre en considération qu'on est face à une organisation d'ailleurs qui ne veut pas de deux États. Ils ne veulent pas d'État palestinien, ils veulent la disparition d'Israël. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Et même au-delà de la disparition d'Israël, c'est dans leur charte fondamentale des frères musulmans, ils veulent le califat mondial. Voilà. Donc à partir de là, je vois pas comment il pourrait y avoir de cohabitation, si vous voulez. Et donc c'est vrai que c'est un sujet éminemment complexe et qui appelle un peu de mesure et surtout de rappeler sans cesse que Israël a été agressé. Voilà, et qu'elle répond dans la mesure du possible évidemment à cette attaque. Et donc en tout cas, c'est ce que nous tâchons de défendre dans le débat public français pour que les données soient bien comprises par tout le monde. Ouais, c'est pas la position
que la France adopte aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est montré très solidaire au début de cette guerre, quand le 7 octobre a eu lieu. Ensuite, il a pris beaucoup plus de distance avec la politique que mène Israël. C'est vrai que Netanyahou est qualifié en France d'extrémiste de droite. C'est une étiquette que vous dénoncez aussi à son encontre, comme vous la dénoncez quand on vous la colle? Alors moi je viens, si vous voulez, en tant que responsable française, invitée par le gouvernement israélien sur la question bien sûr de l'antisémitisme, et donc je suis pas là, et je serais malvenue d'ailleurs de le faire, parce que je n'ai pas toutes les données pour faire des condamnations ou distribuer des bons ou des mauvais points. Je pense que la situation est éminemment complexe. Voilà. En tout cas, je ne pars pas du principe qu'il y a évidemment une intention génocidaire. Je ne pars pas du principe que le gouvernement israélien cherche à avoir des cibles civiles. Je crois même qu'il essaye plutôt évidemment de le limiter. Mais je constate que c'est une guerre. Voilà. Et que comme toutes les guerres, elle est affreuse et elle est terrible. Mais que le gouvernement israélien tâche de défendre son peuple. Et ça, je ne peux pas lui en dénier le droit, puisque c'est précisément ce pourquoi je me bats en France. Donc je le comprends et je l'entends bien, si vous voulez. Voilà. Le problème, c'est qu'on a une fois de plus face à nous des gens qui utilisent cette situation et ce conflit israélo-palestinien pour faire avancer leur agenda électoral, et qui donc se servent finalement du gouvernement Netanyahou comme bouc émissaire, et pour eux-mêmes bien susciter et attiser des tensions communautaires à leur bénéfice dans les urnes. Bon, en tout cas, c'est vrai que Israël a fait un tournant, on va dire, dans son approche, parce que jusqu'à présent, les partis de droite nationale, notamment en France, n'étaient pas du tout bienvenus. Est-ce que vous pensez que votre grand-père aurait apprécié de vous voir ici aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas toujours été... évidemment, oui, alors vous savez, en réalité, le parcours de Jean-Marie Le Pen est un parcours complexe. C'est un homme qui a eu 60 ans de vie politique. Il a d'ailleurs, dans ses premières années, eu des positionnements plutôt très sionistes. Donc il n'a jamais manifesté d'hostilité du tout à l'État d'Israël, jamais dénié le droit d'Israël d'exister et de se défendre, bien au contraire. Maintenant, il a eu, c'est suffisamment connu pour qu'on en parle et pour qu'on le regrette, un certain nombre de propos. Et lorsqu'il était encore de ce monde et qu'il était encore en mesure de répondre, et que moi-même je faisais de la politique à l'époque, je ne me suis pas privée de faire connaître mon opposition, mon désaccord, et de regretter d'ailleurs que ces propos desservaient, me semble-t-il, tous les autres combats justes qu'il a pu mener, parce que Jean-Marie Le Pen a aussi mené des combats justes, parmi lesquels cette capacité à voir loin sur les conséquences graves de l'immigration. Et je m'aventure d'ailleurs à vous dire que je pense que si Jean-Marie Le Pen avait été davantage écouté précisément sur cette question de l'immigration, il y aurait aujourd'hui probablement beaucoup moins d'actes antisémites dans notre pays. Parce que la réalité quand même, c'est que ça n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a tué Ilan Halimi ou Gisèle Halimi ou Myriel Knoll, pour ne citer que ces noms-là, de personnes de confession juive tuées parce qu'elles étaient juives, en l'occurrence systématiquement par des musulmans. Et donc voilà, mais je suis heureuse en tout cas qu'aujourd'hui, voilà, ce malaise finalement puisse être derrière nous, et qu'on puisse surtout parler des sujets d'avenir et d'actualité, parce que je crois dans mon combat avoir fait la démonstration là-dessus de ma sincérité sur ces sujets. Vous savez, moi je suis poursuivie par un certain nombre d'organisations islamistes et d'islamistes directement, donc je paye très directement ce combat contre l'islamiste, que je partage aussi avec mes compatriotes juifs, et donc je crois que c'est la preuve de ma sincérité. Bon, en tout cas, merci d'être venu dès votre arrivée. Je voudrais juste vous demander, parce que c'est un propos qui suscite un tollé en France, il y a même une poursuite judiciaire qui va être engagée, ce qu'a dit Manuel Valls, ministre du gouvernement de François Bayrou et donc d'Emmanuel Macron hier, en disant l'antisémitisme vient majoritairement de la sphère arabo-musulmane. C'est quelque chose que vous auriez pu dire? En tout cas, indéniablement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, nous en France, l'islamo-gauchisme, et qui a pour pendant, en effet, des manifestations antisémites. On voit bien qu'aujourd'hui, cet antisémitisme sur lequel surfe évidemment l'extrême gauche veut prendre pied au sein d'une communauté musulmane de plus en plus radicalisée, et qui du coup se retrouve dans cette haine d'Israël et de tout ce que ça implique. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les musulmans en France, soyons justes, sont évidemment antisémites, loin s'en faut. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en effet un terreau favorable à ce développement, et qu'aujourd'hui, précisément, l'islamisme grandit et les actes antisémites se multiplient sur fond d'immigration de masse. Et donc, pour conclure finalement, lutter, c'est d'ailleurs l'un des propos que je tiendrai à la conférence, lutter contre l'antisémitisme en France, c'est bien sûr s'attaquer au réseau des frères musulmans, très puissant en France et très installé. C'est refuser aussi la repentance anti-occidentale woke sur lequel évidemment progresse l'islamisme, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, contrôler et réduire drastiquement l'immigration de masse venant essentiellement évidemment des pays musulmans et qui contribuent à tous ces conflits et ces tensions.
Merci beaucoup Marion Maréchal, députée européenne qui a été l'invitée d'I24 News ce soir, et vous êtes en Israël pour 2 jours. Merci d'être passé par le